Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à remercier chaleureusement tous nos partenaires pour cette édition du Printemps de la robotique, qui nous soutiennent du coup activement et qui contribuent à la visibilité globale de l'événement. Donc, un grand merci à Agilox, à la NAP, aux ARTLH, à Coboteam, Minalogic, Omron, Proxinov, Robotics Valley et Lyrig. Merci à eux pour leur soutien précieux. Et on se retrouve donc pour une conférence sur la thématique suivante qui est le transport de charges lourdes dans les établissements de santé. Et on va pouvoir du coup débuter donc en discutant un petit peu des besoins globaux des établissements de santé. Puis on enchaînera du coup sur la technologie Agilox, comment ça fonctionne. Et on conclura sur le lien entre les besoins et la technologie. Et on terminera sur une session de questions-réponses. Lucas, je vous passe du coup la main pour démarrer ce tour de table. Merci beaucoup, Alexa. Bonjour à tous. Merci de prendre le temps aujourd'hui de nous écouter sur ce sujet qui est très intéressant, je trouve. Je suis Lucas Goebelgross. Je m'occupe du développement commercial en France. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en intralogistique, pas seulement dans les établissements de santé, mais aussi. Et moi, ce qui me passionne, c'est les technologies de pointe. Et c'est pour ça que je représente Agilox maintenant sur le marché France. Merci. Et bonjour, donc Frédéric Perret, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc de mon côté, j'ai 21 ans d'expérience en pilotage des opérations logistiques, dont les 10 dernières années donc au CHU de Toulouse. J'ai précisé dans ma présentation que j'étais passionné par la valorisation de l'humain. Ça peut paraître paradoxal quand on veut parler d'automatisation de dire qu'on est passionné de l'humain, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, Eva Borisov, moi je suis chef de projet depuis 7 ans chez Meanwhile et je suis ingénieure en système autonome de formation. Alors du coup, donc je vais enchaîner avec la première partie. Donc, décrivant les besoins des établissements de santé. Je vais vous livrer le regard toulousain, mais également un regard qui est globalement partagé avec beaucoup de mes confrères. Il y a, selon moi, donc trois besoins majeurs au niveau de la logistique hospitalière et des établissements de santé. Le premier, c'est rendre du temps aux logisticiens et aux soignants. Alors, j'ai bien mis les deux. Souvent, on entend rendre du temps aux soignants, mais également aux logisticiens. Le deuxième, sécuriser et tracer l'acheminement des flux lourds et puis adapter l'organisation aux fluctuations d'activité. Et ces trois enjeux majeurs, dans la seconde partie, je vous livrerai pourquoi, selon moi, l'automatisation répond à ces enjeux. On évoquera un petit comparatif entre AGV et AMR, et puis pour finir, j'évoquerai les points critiques sur ce type de sujet, ce type de projet. Pour le premier point, donc rendre du temps aux logisticiens et aux soignants, je vous invite à parcourir l'enquête sur la logistique des tâches qu'a publiée la NAP il y a quelque temps. C'est un très bon résumé de l'état des lieux. Pour expliciter, je vais prendre l'exemple du centre de lutte contre le cancer qui est au sud de Toulouse. Donc c'est un centre de lutte contre le cancer qui a 300 lits, qui va monter à 400 lits. Et juste pour information, donc c'est un bâtiment qui est quand même très très long, qui fait 210 mètres de long au niveau du couloir logistique, qui a la particularité de ne pas avoir de circulation dédiée. Donc on a des patients, des piétons et puis des engins de manutention qui circulent. Et ce couloir de 210 mètres de long, pour cet établissement, juste l'acheminement horizontal, c'est 910 heures par an. 910 heures par an pour un logisticien qui va tracter 4 chariots en même temps. Je vous laisse imaginer le temps soignant s'il n'y a pas de logistique dédiée. Donc vous pouvez multiplier par 4. Donc on voit que quelque part, le temps d'acheminement horizontal, il est vraiment très important. Et j'ai même pas parlé de l'acheminement vertical au niveau des ascenseurs. Donc on voit qu'il y a bien un enjeu pour rendre du temps aux soignants et aux logisticiens. Souvent, ce qui m'est posé comme question, c'est quel temps on va gagner. L'ANAP a aussi mis au point un outil qui permet de calculer le temps hors soins. Donc, c'est l'application Plus de soins de l'ANAP. Ça peut être un allié précieux, justement, juste pour évaluer le gain de temps que rendraient possible les robots sur un établissement de santé. Le deuxième sujet, le deuxième besoin, sécuriser et tracer l'acheminement des flux lourds. En fait, les flux,
dans un établissement de santé doivent être gérés avec robustesse, avec une bonne qualité de service. Ce que je dis souvent, c'est livrer le bon produit au bon endroit au bon moment. Certains flux sont sensibles. Leur acheminement ne peut pas rester sans surveillance. On ne va pas livrer un médicament en laissant le contenant sans surveillance. On ne va pas livrer un stupéfiant sans avoir une signature du soignant, par exemple. Et puis sécuriser, c'est aussi éviter les collisions avec les piétons qui peuvent survenir. Ben, la semaine dernière, sur Toulouse, on a eu un presque accident, donc on l'a évité, mais effectivement, un ouvrier logistique qui tractait des chariots et un piéton qui ne devait pas se trouver là. Donc ça fait partie des enjeux sur la logistique hospitalière pour sécuriser et tracer l'acheminement des flux lourds. Le troisième point, adapter l'organisation aux fluctuations d'activité. Ça fait 10 ans que je suis sur le CHU de Toulouse. Ça n'arrête pas de bouger en fait. L'hôpital, il est en perpétuel mouvement. Donc on a constamment besoin de s'adapter par rapport à des déménagements de services, surtout si on veut livrer le bon produit au bon endroit. Parce que si on n'a pas actualisé l'adresse de destination, ça peut poser des problèmes. Et puis finalement, dans un établissement de santé, les jours ne se ressemblent pas. Alors on a des flux qui sont quand même assez linéaires. Par exemple, une dotation de linge, ça va être tous les jours à peu près la même chose. Par contre, sur des dotations de produits généraux, de produits de santé, là on peut avoir d'un jour à l'autre des fluctuations de 20 à 30% d'activité. Et donc ça fait partie de nos enjeux, donc d'adapter la logistique aux fluctuations d'activité et donc adapter les processus. Du coup, en quoi l'automatisation répond à ces enjeux? Ben justement, donc pour éviter à un soignant de se déplacer, c'est la chose à laquelle on pense en premier. Donc le soignant qui ne se déplace pas passe plus de temps au chevet du patient et à faire des soins au niveau du patient. J'ai aussi précisé que c'est le moyen d'éviter un déplacement du logisticien parce que dans certains établissements, si la logistique est déjà organisée, eh bien, le logisticien donc, effectue les déplacements à la place du soignant. Mais finalement, si pour ce logisticien, on lui évite de se déplacer, ça peut lui permettre de son côté d'avoir plus de valeur ajoutée. Si je prends l'exemple de Toulouse, de mon point de vue, une automatisation sur des acheminements de flux doit permettre au logisticien de se libérer du temps. Et par exemple, sur Toulouse, je préférerais qu'un logisticien passe du temps à mettre en place du plein vide, du double bac, à réviser des quantités en dotation, à discuter avec les soignants sur l'adaptation des organisations logistiques, plutôt que de faire un déplacement que le robot peut faire. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai précisé que je suis passionné de l'humain. L'enjeu pour moi de la robotique, c'est aussi de permettre une meilleure valeur ajoutée humaine, y compris des opérations logistiques. Pour ce qui est de sécuriser et tracer l'acheminement des flux lourds, l'avantage de l'automatisation, c'est l'acheminement métronomique et régulier. Souvent, ce qu'on entend, c'est ah, la stérilisation n'a pas été livrée à l'heure ou j'ai perçu mes repas dans les temps. Bon, l'avantage de robot, c'est que on sait quand il va partir parce qu'on le commande, hein, et donc on va avoir un cadencement qui est plus lissé et plus organisé. On va éviter de dégrader des installations. Sur les installations qui sont automatisées, on n'a pas de dégradation des monts de charge, qui sont des sujets fréquents dans nos établissements de santé au niveau des circulations logistiques. Et puis en troisième point, donc une traçabilité des mouvements à 100%. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la traçabilité de la stérilisation, ben, un acheminement, on va dire via un robot, flux lourd, sera tracé de manière certaine à 100%. Et donc on pourra apporter la preuve du moment où l'armoire est partie et du moment où l'armoire est arrivée à bonne destination. Également, donc, le troisième aspect, adapter l'organisation aux fluctuations d'activité. L'avantage, donc, enfin le besoin de l'établissement de santé, c'est de moduler, on va dire, d'adapter les processus, notamment au déménagement de services, moduler les processus à la quantité qu'on a reçue de marchandises. Et l'avantage donc des robots, c'est l'autonomie que l'on peut avoir sur leur paramétrage en termes d'adressage de destination et puis de quantité à prendre en charge. La facilité d'augmentation capacitaire, en fait, le temps de paramétrage d'un robot supplémentaire, une fois que c'est automatisé, ben, il sera forcément inférieur au temps de formation d'un agent. Et puis la facilité aussi de réduction capacitaire dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que si une tâche prend moins de temps aujourd'hui, le robot peut être affecté à une autre tâche. Voilà. Petit point sur le comparatif AGV versus AMR. En fait, on compare un peu, entre guillemets, des choux et des carottes. C'est vraiment des sujets d'automatisation qui sont différents. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne vont pas, pour moi, adresser la même thématique. Autant
Un AGV coûtera moins cher qu'un AMR, qui est un engin plus complexe, donc il coûte plus cher. Par contre, le coût projet sur une mise en place d'AGV est bien plus élevé que le coût projet estimé sur une mise en place d'AMR, dans le sens où on a beaucoup plus d'enjeux sur la maîtrise des trajectoires hein, pour la partie AGV et beaucoup plus de programmation. Euh, et donc, du coup, on a aussi besoin d'adapter les infrastructures au niveau d'une installation AGV pour une mise en place, alors qu'on a beaucoup d'autonomie de paramétrage et pas besoin d'adapter les infrastructures sur la partie AMR. Et le gros avantage des AMR versus des AGV, c'est qu'ils sont compatibles avec les circulations piétonnes. Alors, on ne peut pas tout faire non plus, on pourra peut-être y revenir dans les questions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les circulations AGV ne sont pas compatibles avec une circulation piétonne, contrairement aux AMR. Et pour conclure, de mon côté, les points critiques. Donc, quatre points critiques. Souvent, on sous-estime, enfin, on peut être tenté de sous-estimer l'interface homme-machine, d'une part, et puis aussi la gestion amont et aval au flux pris en charge. C'est-à-dire que le robot, il aura vraiment une organisation métronomique. Par contre, ce qui se passe avant le chargement par le robot et après que le robot est déchargé est vraiment très important en termes de timing. C'est-à-dire que, dit autrement, il ne faut pas que le gain de temps du robot soit perdu de l'autre côté par l'interface homme-machine. Le deuxième aspect, c'est la sécurisation de la charge en mouvement, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas en fait laisser un rôle contenant des produits de santé sans surveillance. Ça n'est pas possible dans un établissement. Donc du coup, il ne faut pas penser que comme le robot prend en charge quelque chose, on peut ne pas se soucier de garantir l'intégrité du contenu. Le troisième aspect, c'est la maintenance. Pour que le robot fonctionne bien, ben, il faut qu'il ne tombe pas en panne. Sinon, ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Il faut avoir une bonne maintenance pour garantir l'opérabilité du système. Et enfin, la concomitance avec d'autres flux. De temps en temps, on pose la question, ben, est-ce qu'on ne peut pas automatiser seulement une partie des flux dans les sous-sols? Donc moi, ma réponse, c'est non, parce qu'en fait, si on a des engins automatisés et puis des engins manuels conduits par des opérateurs logistiques, on a un risque de collision avec les engins de manutention, on a un risque de ralentissement par les autres flux, et donc vigilance à la concomitance des flux quand on veut automatiser partiellement. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Merci. Est-ce que mon son, il fonctionne maintenant? Nous, on t'entend très De notre côté, c'est bon. Est-ce que de votre côté, vous entendez bien? Parfait, donc le problème est réglé. Il fallait rebrancher les écouteurs, c'est parfait. Merci beaucoup Frédéric pour ces informations sur les besoins des établissements de santé. Moi, je vais vraiment faire un focus assez bref, assez rapide, mais sur les détails techniques qui différencient la solution Agilox d'un AGV et du reste qui va exister sur le marché. Les premières choses que vous allez voir là sur la première slide, c'est vraiment des choses qui sont assez générales dans le fonctionnement d'un AMR versus un AGV. J'ai vu la question dans le chat. Donc, tout d'abord, un Agilox va se repérer sans avoir besoin d'aide à la navigation. C'est-à-dire que c'est une navigation, en anglais qu'on va appeler SLAM, c'est une navigation basée sur les contours. Donc, grâce à son capteur laser qui est à 1,83 m, il est capable de créer du nuage de points sur tout ce qui est contour fixe, sur le bâtiment, les murs, les ascenseurs, etc. Et nous, on va tout simplement venir dessiner les couloirs de circulation. Et contrairement à un AGV, ce robot, il ne bougera pas sur une trace précise, grâce à des réflecteurs ou grâce à des codes QR ou une trace, mais il va bouger sur ces couloirs grâce au repérage. Imaginez un peu comme un robot aspirateur dernière génération. Si vous avez ça chez vous, en règle générale, c'est le même fonctionnement, c'est du lidar. Ce qui nous donne un commissionnement qui est très rapide. Hier, j'étais encore dans une démo sur un site industriel. En règle générale, pour une mise en service, on va avoir besoin de quelques jours ou quelques semaines seulement, contre quelques mois, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'installer et de paramétrer énormément de choses. Tout ce dont on a besoin pour l'installation est sur le robot. Donc ça va vraiment très très vite. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est que forcément, grâce au système de safety qui est embarqué, on respecte les standards de sécurité, mais on a aussi la possibilité de détecter automatiquement les contenants. En fait, il faut s'imaginer que les capteurs de sécurité sont au sol, ils sont à peu près 8 cm du sol. Et ça s'aligne parfaitement avec les roues, ce qui nous permet, même si un rôle est un peu mal placé, on est capable de détecter ce déplacement léger et de pouvoir redresser le contenant quand même et de le prendre. Là où un AGV classique se mettrait en défaut, un Agilox est capable de reconnaître les contenants, mais aussi de s'auto-créer des missions là-dessus.
C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer des gares d'échange qui sont en face d'un ascenseur sur lequel on programme le robot de prendre un conteneur vide s'il est à cet endroit-là. Donc vraiment, même en paramétrage, ça va beaucoup plus vite. Et le fait de pouvoir éviter des obstacles. Ça aussi, c'est une particularité de la technologie AMR. C'est le fait d'être capable, quand il y a un obstacle sur la voie de circulation, de prendre la décision ou pas de dire j'ai la place de passer et de quand même acheminer ma mission. C'est un peu comme un airbag. Il y a un gros débat entre les AGV et les AMR. Est-ce que j'ai besoin d'obstacle avoidance ou pas? Pour moi, c'est un peu un airbag, quelque part. L'airbag, j'ai pas envie de l'essayer. J'ai pas envie de rentrer dans un mur pour le tester qu'il est là. L'idée, c'est quand même de garder les couleurs de circulation assez propres. Mais ça permet, si par mégarde un objet est mal placé, s'il y a des travaux dans le bâtiment, de quand même pouvoir acheminer les contenants sans trop de retard. Prochaine slide, s'il te plaît, Alexia. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet qui fait Agilox maintenant. On va le voir dans la vidéo qui est juste après. C'est le fait que ce soit un robot omnidirectionnel. Contrairement à tout le reste qui se fait sur le marché, qui va en avant et en arrière et qui a besoin des manœuvres en L pour rentrer dans les palettes, nous, on a un mouvement qui est omnidirectionnel. Donc, un robot qui est capable de tourner sur soi et de pouvoir coulisser en crabe. Et ça nous permet même dans des environnements qui sont étroits et qui sont optimisés et qui sont à la base pas du tout pensés pour être optimisés, de pouvoir intervenir parce que ça se rapproche vraiment d'un service manuel au final. Ça peut ressembler aux besoins de place dont j'ai besoin avec un transpalette manuel, par exemple. Autre chose qui est vraiment unique et qui va faire que le déploiement se fasse de façon très très rapide, c'est l'intelligence en essaim, ce qu'on va appeler chez Agilox le swarm. Le swarm, contrairement à tout ce qui se fait, on n'a pas une source singulière d'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fleet management central qui va dispatcher un transport au premier robot disponible, mais c'est tous les robots qui vont décider qui prend quelle mission en fonction de leur emplacement. En fait, tous les robots savent en permanence où se trouve le reste du swarm et en fonction, ils vont dispatcher les missions. Donc, il y a déjà une optimisation de route qui est inclue. Ça ne fait pas de sens pour nous de dire on va appeler le robot qui est dans le garage parce qu'il est disponible dans la cave au deuxième sous-sol pour venir chercher une palette qui est au cinquième étage. C'est le robot qui est déjà occupé dans l'ascenseur, qui a peut-être un contenant sur le dos, mais qui se rend dans le cinquième étage. Il va ensuite prendre la mission parce qu'il a besoin de moins de temps pour y aller. Tout ça, ça va rentrer en compte pour l'optimisation, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, même un obstacle qui est détecté sur la surface de navigation, tous les robots sont au courant de cet obstacle-là. Et du coup, ils peuvent rerouter ou changer leur trafic en fonction. Le fait, et ça rejoint ce que Frédéric a dit par rapport à la simplicité de modification, le fait de pouvoir modifier avec très très peu de connaissances finalement une carte. Aujourd'hui, il est possible, je reprends l'exemple assez simple du robot aspirateur, de dire aujourd'hui, ça c'est mon salon, je rajoute un meuble, c'est le robot qui la prend. C'est la même chose avec un Agilox. J'ai besoin de changer ma gare d'échange, de la déplacer de quelques centimètres ou de quelques mètres, où je veux rajouter des missions. C'est assez simple, c'est un clic droit sur l'écran, soit assisté par nos partenaires Meanwhile, soit par vous-même. Il n'y a pas besoin de recartographier, il n'y a pas besoin de remettre des réflecteurs, de reprendre des mesures. C'est vraiment très très simple, ce qu'on va appeler du plug and perform. Dernier élément qui est vraiment important, et je pense que ça va susciter quelques discussions, on a toujours des questions là-dessus, c'est comment je m'assure que le robot, il peut durer une journée entière dans un hôpital. C'est des robots qui tournent en règle générale quasiment 24/7. Comment je fais? Est-ce que je change la batterie manuellement? Est-ce que j'ai besoin de faire appel à des batteries qui sont soit nocifs, qui sont du plomb, ou alors du lithium-ion qui est assez dangereux? Nous, on a décidé de partir sur du lithium fer phosphate pour deux bonnes raisons. La première, c'est la sécurité. Aujourd'hui, une batterie lithium fer phosphate ne sera jamais un départ de feu. Chimiquement, c'est impossible. Même si je ponctionne la batterie, même si je la mets sous pression avec des températures extrêmes, la batterie, elle ne sera pas un départ de feu. La cathode l'en empêche. Deuxième raison, le lithium fer phosphate supporte très très bien la charge rapide. En 3 minutes, je fais le plein pour à peu près 45 minutes d'opération. Ça veut dire que le robot, il s'arrête un peu tout le temps, certes, mais si je place bien mes bornes de charge sur le circuit, en fait, en très peu de temps, le robot, il part. Donc, on a des clients qui nous disent, on voit même pas que le robot, il est parti charger, tout simplement parce qu'il peut assurer un service en continu. Ça fait deux choses. Ça fait une chose que vous avez une très grande disponibilité de la flotte, et ça fait aussi que vous avez peut-être besoin d'investir dans moins de robots, parce que vous n'avez pas besoin de rajouter des robots redondants pour cette pose de charge.
On a préparé une petite vidéo que je vais vous montrer. C'est en quelques minutes, forcément, c'est dans un environnement industriel, mais le fonctionnement est le même. Ça permet vraiment de voir sur image ce que je viens de vous expliquer. Donc, tout d'abord, forcément, ce mouvement omnidirectionnel, vous le voyez, c'est un robot qui a quand même un certain gabarit. Le voir bouger de cette aisance-là, c'est assez impressionnant. Et après, la partie scan, c'est-à-dire je scanne mon environnement avec le lidar, et ça, c'est ce que la machine, elle voit aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on va venir dessiner les couleurs de circulation. Vous le voyez, c'est pas des couleurs qui sont excessivement larges. Le robot One, il porte son nom parce que c'est le premier, mais parce qu'aussi il est omnidirectional and narrow environment. Donc c'est vraiment un robot qui est conçu pour les environnements étroits. Ça, c'est la bande de charge. C'est très simple à installer. Ça prend très peu de place. Le robot, il se glisse dessus en toute autonomie, aucune intervention manuelle nécessaire. Et du coup, il commence en circuit de charge rapide. Là, la première commande, elle vient d'arriver. Le robot, il doit récupérer quelque chose. Encore une fois, la vue sur l'interface homme-machine. Et là, bah, forcément, on est dans une usine. Ça bouge, il n'y a pas beaucoup de place. On va voir que le robot, il a trouvé sa palette et il est capable justement de se coulisser en crabe pour la prendre dans un espace qui est très restreint. Forcément, c'est un espace où il y a de la coactivité. Le robot est pensé complètement safe, hein. Il répond aux dernières normes de sécurité européennes. Euh, Comme vous le voyez, il essaye d'abord d'éviter l'obstacle, mais il voit qu'il peut pas passer sur son chemin. Du coup, tout simplement, il va s'arrêter, mais il n'y a pas besoin d'acquitter. Il repart tout seul. Ça, c'est un use case un peu particulier où on va travailler avec des box. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir cette modularité sur le robot qui est capable de prendre pas seulement des palettes. Dans le cas du NFK et dans les cas hospitaliers, forcément tout ce qui est rolls, tout ce qui est contenant repas, tout ce qui est chariot de linge, mais il est aussi capable de prendre dans un milieu pharmaceutique comme par exemple, on le voit beaucoup, ces caisses de 400 x 600 qui permettent justement de transporter différents types de charges. Là où ça va être intéressant, c'est maintenant, c'est vraiment la obstacle avoidance en direct. C'est-à-dire que c'est pas une obstacle avoidance à l'ancienne qui a besoin de s'arrêter, c'est recalculé en temps direct. Donc vous voyez, il n'y a même pas de décélération, il voit que c'est un objet qui est fixe, il voit qu'il peut passer, donc il va tout de suite engager la manœuvre d'obstacle avoidance. Ça fait que au lieu de perdre quelques minutes sur l'opération, le temps que quelqu'un intervienne, lui, il peut acheminer sa marchandise très très rapidement. Je te laisse passer, Alexia, le reste de la vidéo. Je pense qu'on a Ça vu marche. les caractéristiques principales. Donc, pour résumer en quelques points, nous, on dit qu'on est la solution de AMR la plus simple du monde. Ça peut peut-être sonner un petit peu prétentieux, mais tous ceux qui ont mis la main à la pâte nous le confirment. C'est vraiment très, très simple et très rapide à déployer. On a fait plus de 8 millions de kilomètres maintenant avec zéro accident et on est certifié TÜV. On n'a pas seulement cette certification CE qu'on peut auto-apposer en tant que fabricant, c'est certifié par un tiers et c'est une machine qui est 100% fabriquée en Autriche, le hardware et le software. Non seulement les parties, c'est vraiment l'assemblage et la conception qui sont faits dans nos ateliers et on garantit, je pense que ça c'est important pour les établissements de santé, une disponibilité de pièces détachées à très très long terme. On travaille vraiment avec des composants de grande qualité, que ce soit du Beckhoff, du Siemens, du SICK pour les capteurs de sécurité. Et ce sont des composants qui sont disponibles très, très longtemps. On a des clients qui sont avec les premiers Agilox de 2016 et qui sont toujours capables de s'approvisionner en pièces de rechange. Voilà, ça c'est pour moi. Merci beaucoup. Merci Lucas, merci Monsieur Perret. En 2024, Minois a créé un groupe de travail sur les transports automatisés lourds pour tenter de faire le lien entre les besoins des établissements de santé qui vous ont été exposés par Monsieur Perret et les technologies existantes telles que celles que vous a présentées Lucas pour Agilox. En effet, les solutions techniques sur base AMR, donc robot mobile autonome, pour ce type de robot, elles existent. Pour ce type de transport, elles existent. Mais Meanwhile a du coup souhaité solliciter les experts du domaine hospitalier pour bien comprendre comment intégrer ces solutions qui sont souvent issues du domaine industriel dans les contraintes des établissements de santé.
Et ce groupe de travail a permis de donner la parole à une dizaine d'établissements de santé pour permettre à Meanwhile d'adapter ces solutions au plus juste. Donc dans cette partie, je vais reprendre les conclusions et les informations clés qui ont été données à chacune des réunions de ce groupe de travail, dont l'objectif principal était donc de comprendre les flux des équipements lourds et volumineux dans les établissements de santé et trouver les leviers pour les aider à mettre en place des solutions adaptées. Donc, au cours du deuxième trimestre 2024 a eu lieu la première réunion de ce groupe de travail afin d'échanger sur les flux et les contenants concernés, ainsi que sur les contraintes techniques actuellement rencontrées. Donc, comme l'a dit Monsieur Perret, pourquoi est-ce qu'il est pertinent d'automatiser? Voilà, il vous a bien exposé globalement le rendre du temps aux soignants, plus de régularité, plus de traçabilité, moins de dégradation éventuellement dans les monts de charge, dans les ascenseurs, de meilleures conditions de travail pour le personnel, la réduction des troubles musculo-squelettiques et autres. Les contraintes et les freins qui ont été identifiés par les experts du domaine hospitalier sont déjà d'avoir une technologie qui est compatible avec l'existant. Bien sûr, on parle de l'environnement tel que les sols, l'état des sols, les éventuelles pentes dans les galeries souterraines ou même les contenants, puisque l'idée c'est de ne pas avoir du tout à modifier ces contenants ou alors, un petit peu, l'idée c'est de voir évidemment le coût unitaire d'un changement, l'ajout d'une embase par exemple sur certains contenants qui sont éventuellement normés comme les bennes à déchets. Ça va dépendre aussi de si le contenant il appartient à l'établissement ou non, puisque certains contenants sont partagés entre différents sites et à ce moment-là, bien sûr, aucune modification n'est possible. On va notamment penser aux bennes d'Asri. Qui sont non modifiables. Donc l'idée, c'est de prendre en compte ces contraintes, comme voilà parfois le Wi-Fi aussi qui peut être manquant dans les galeries souterraines. Donc voir si on peut résoudre cette problématique et du coup bien faire attention au passage de fourche, donc l'anthrax des roues de chacun des contenants. Merci. Lors du troisième trimestre, donc, a eu lieu la deuxième réunion du groupe de travail pour présenter un modèle industriel et discuter du parallélisme éventuel au flux logistique hospitalier. Donc, le parallèle a été fait avec le flux tiré ou le juste à temps de l'industrie qui pratique souvent le zéro stock. Alors, il faut noter que principalement, un cadencement industriel classique est difficile dans un établissement de santé car voilà, on a pu le voir avec Monsieur Perret, la demande n'est pas spécialement linéaire, en tout cas pas pour tous les flux, contrairement à des ordres de production ou de fabrication. Et donc là, on parle de demande humaine où les soins ne sont pas les mêmes pour tous les patients. Et donc, par conséquent, il est difficile d'anticiper ces flux-là. De même, il n'est pas évident de donner des quantités idéales à l'instant T, puisque ça diffère en fonction des patients qui vont entrer à l'hôpital. On peut éventuellement parler de moyenne sur le mois. Et il a été aussi mentionné qu'il est préférable pour le personnel et pour son temps de n'avoir à ranger qu'une à deux fois par semaine pendant un certain temps donné, plutôt que plusieurs fois par jour, mais même sur une durée très courte. Parce qu'il est difficile, il est donc difficile d'envisager des livraisons qui sont très fréquentes et qui ne peuvent pas être stockées dans les services de soins. C'était une question qu'on avait posée notamment pour voir si on pouvait adresser ces flux en petite quantité avec nos solutions AMR charge légère. Mais voilà, pour toutes ces raisons, on a pu discuter dans cette réunion-là que le principe du zéro stock, qui est voilà, issu de l'industrie, dans les services, il ne peut pas vraiment fonctionner dans les établissements de santé et que donc il faut qu'on adapte une solution de transport de charge lourde. Le stockage des charges lourdes et volumineuses, comme donc les rôles, les armoires, les chariots repas, les bennes à déchets, elles s'effectuent généralement dans des petites gares au niveau des paliers, parfois des petits locaux communs au niveau des étages, mais ce sont des espaces qui restent très limités.
Et le personnel, il dispose toujours de peu de temps pour récupérer les éléments stockés qui ne peuvent pas s'accumuler, puisque parfois, ben, voilà, pour les passages des lits, des brancards, etc., voilà, on ne peut pas se permettre de stocker trop longtemps dans ces zones-là. On a pu néanmoins noter que l'automatisation des flux lourds, donc par exemple avec des AGV hein, jusqu'à présent dans certains établissements, ça a néanmoins l'avantage d'aider l'établissement à définir des zones de stockage précises et lui permettre de mettre en place une organisation en fonction. Donc, dans tous les cas, l'idéal est d'arriver au plus proche du soignant, qui est le seul habilité à pouvoir ranger les éléments livrés, et autant que faire se peut, mettre en place une solution globale pour que ce temps de rangement soit le plus court possible pour le personnel et donc apporter au plus proche des lieux de stockage. Au cours du quatrième trimestre 2024 a eu lieu la troisième réunion du groupe de travail, donc pour faire un rappel des réglementations européennes et présenter des technologies AMR existantes sur le marché pour le transport de charges lourdes. Donc en termes de réglementation, donc il s'agit notamment de la directive machine, hein, qui est en cours de révision pour devenir la future réglementation machine. Cette directive, elle fixe les exigences de sécurité relatives à la conception des machines. Néanmoins, il subsiste des zones d'ombre en ce qui concerne l'évolution de ces machines dans les établissements recevant du public. C'est-à-dire que légalement, il est possible de faire transiter des véhicules autonomes qui respectent les exigences de cette directive, mais on a peu d'informations dans cette directive qui sont données pour l'application dans ce domaine précis. Donc, par exemple, si un accident survient, le responsable n'est pas clairement défini aujourd'hui et une étude doit être détaillée, doit être menée au cas par cas. Euh, de même pour la norme 3691-4 qui fixe quant à elle les exigences de sécurité qui concernent les chariots autonomes, elle est imputable aux véhicules autonomes, mais elle ne s'applique pas à des environnements recevant du public. Le domaine d'application de cette norme est industriel, avec du personnel qui est formé et équipé. Donc on peut donc uniquement suivre ces préconisations, bien sûr, et les adapter au public qui est rencontré. Donc, comment on fait, du coup? Eh bien, l'idée, c'est de s'entourer de fabricants voilà, qui ont des très bonnes certifications et qui sont aussi de très bons conseils. Pour garantir un maximum de sécurité et lever ces zones d'ombre, il va falloir axer un maximum sur la formation du personnel, l'information du public et avoir voilà, des technologies adaptées. Justement, pour ces technologies, la société Meanwhile a identifié aujourd'hui 3 groupes de technologies existantes sur le marché qui permettent de répondre aux besoins des établissements de santé pour le transport de charges lourdes. Donc, le premier étant les robots remorques, donc, qui permettent de tracter des chariots à l'aide d'un système mécanique de remorquage. Donc, Meanwhile n'a pas retenu cette solution car la charge transportée à l'arrière du véhicule autonome, elle ne dispose pas de système de sécurité qui lui permettent de détecter les obstacles. Le deuxième groupe étant les robots avec module élévateur. Donc, eux, ils sont équipés d'une base mobile qui vient se glisser sous les contenants et d'un module élévateur qui lui permet de soulever cette charge. Ainsi, le véhicule ne dépasse pas de l'empreinte au sol de la charge transportée. Mais pour autant, pardon, on ne conseille pas ce type de véhicule-là. Pardon. Aussi. On ne conseille pas ce type-là parce que on on n'a pas de mât vertical et donc on n'a pas de détection verticale des obstacles. Et donc certains établissements de santé ont été amenés à faire modifier leurs AGV de cette forme-là pour leur ajouter un mât afin que le transport il soit totalement sécurisé. Du coup, le troisième groupe est donc avec des robots avec prise au sol qui sont équipés d'un mât vertical qui est doté de la technologie robotique et d'une monofourche qui leur permet de soulever donc les chariots qui sont au plus proche du sol. Pardon. Et donc Meanwhile a retenu ces technologies
qui donc dispose de tous les radars de sécurité nécessaires à la détection des obstacles, y compris lors du transport de charge. Slide suivante, la dernière. Donc, donc Meanwhile a étudié les produits de plusieurs fabricants qui répondent au plus proche aux besoins des établissements de santé pour ce type-là de robot avec prise au sol. Et ce sont donc les produits Agilox qui vous ont été présentés précédemment, et notamment le modèle One NFK avec sa monofourche, qui a fait l'unanimité au sein des équipes techniques de Meanwhile, car elle répond vraiment à tous les éléments qui vous ont été présentés durant cette présentation. Donc, on a identifié comme un levier potentiel pour permettre aux établissements de santé de passer le cap et de convaincre leur direction, d'aller vers l'automatisation de certains flux, une démonstration ou des visites de lieux dans un environnement adapté. Et donc, la prochaine et certainement dernière étape du groupe de travail sera certainement une démonstration réalisée avec un Agilox One NFK dans un cadre qui est représentatif des enjeux de nos partenaires de ce groupe de travail, et donc avec des contenants standards qui sont présents dans la majorité des flux des établissements de santé. Merci pour cette présentation qui était très complète et on va pouvoir passer du coup à la session de questions-réponses. Donc pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal dédié, donc Q&R, donc questions-réponses qui va s'afficher. J'ai vu que quelques questions ont été répondues dans le chat, donc si besoin, on pourra y revenir à l'oral pour ceux qui n'ont pas vu passer les réponses. Et pendant que vous réfléchissez quelques instants, je vais en profiter pour lire la première question. Donc, comment se fait la liaison charge lourde, charge légère dans un hôpital? Je peux prendre le sujet si j'arrive jusqu'au bout de cette conférence. Aujourd'hui, donc c'est effectivement des questions qui ont été abordées lors du groupe de travail. Aujourd'hui, le système on pourrait imaginer des technologies qui permettent à des charges légères de prendre à l'intérieur des charges lourdes, mais à ce jour, technico-économiquement, ce n'est pas viable. Donc, petit à petit, on y viendra certainement, mais aujourd'hui, c'est encore les soignants, en tout cas le personnel de l'hôpital qui va faire le transfert, récupérer les charges à l'intérieur donc, le linge, les médicaments, les repas à l'intérieur des contenants lourds et volumineux pour faire la dernière distribution. Mais voilà, ce groupe de travail est amené à évoluer pour ce type de questions-là et pour trouver des solutions qui soient voilà, viables techniquement et économiquement. On va passer à la question suivante. Donc, bonjour, quels sont les préalables à mettre en place avant d'implanter ce type de technologie dans un hôpital pavillonnaire? Je ne sais pas si Eva ou Lucas, vous souhaitez prendre la parole sur cette question. Lucas, si tu veux. Alors, est-ce que juste, Alexia, s'il te plaît, tu peux répéter la question parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, tu peux la retrouver dans le chat. Quels sont les préalables à mettre en place avant d'implanter ce type de technologie dans un hôpital pavillonnaire? Ok. Donc, alors, les hôpitaux pavillonnaires, généralement, enfin, il faut qu'ils soient bien sûr joints par des galeries souterraines. Donc, en soi, il y a peu de prérequis. Les questions vont se poser, comme je disais, au niveau de l'état des sols, des galeries qui font la jonction entre ces pavillons, des éventuelles pentes qu'il peut y avoir,
Voilà, surtout sur ces points-là, le Wi-Fi, comme on en parlait tout à l'heure, voilà, qu'il faut qu'il soit présent pour permettre donc aux différents robots de communiquer entre eux pour la technologie de la gestion de flotte telle que vous la présentez, Lucas. Euh, mais voilà, le mieux, c'est au cas par cas. Il n'y a pas énormément de contraintes et de prérequis, comme vous avez pu le voir, sur l'environnement et faire attention voilà, aux contenants qui vont être transportés, de voir s'ils sont compatibles ou s'il faut qu'ils soient adaptés. Un autre Je- sujet que je voudrais rajouter à Eva, les ascenseurs. ouais. C'est-à-dire que le gap entre les ascenseurs, vu que c'est une technologie omnidirectionnelle, faire attention de ne pas dépasser les 10-15 millimètres maximum d'écart. Et idéalement d'avoir des ascenseurs qui soient freinés pour éviter que ça bascule trop fort quand le robot rentre dedans. Je voudrais bien rajouter aussi quelques éléments. En fait, donc, mais merci Lucas pour avoir parlé des ascenseurs. Il y a aussi le fait d'avoir des ascenseurs dédiés si possible, parce qu'en fait, forcément, s'il y a une concomitance avec des piétons, ça peut fortement ralentir le flux. Et après, un point de vigilance aussi, c'est malgré tout l'adéquation charge-capacité et puis le lissage. C'est-à-dire que l'avantage de l'automatisation, c'est qu'elle est métronomique. Par contre, elle sera métronomique au départ et à l'arrivée. C'est-à-dire que si à un moment donné les services ne sont pas ouverts ou qu'on ne peut pas prendre en charge les contenants, c'est pas forcément utile de les avoir amenés à ce moment-là. Et inversement, bah, des fois, on aimerait que ça avance plus vite, alors que finalement, le robot, il avance à la vitesse où il peut avancer. Et donc, le prérequis, c'est de faire une étude de flux, c'est-à-dire de bien vérifier euh, qui va mettre à disposition la charge pour le robot, qui va la prendre en charge dans les étages et que le système soit bien huilé, parce que quand on amène une charge dans un étage, si quelque part personne ne la prend en charge, le robot ne pourra pas en amener une deuxième, par exemple. Je schématise un peu, mais voilà. Donc je reviens sur ce qui était la partie amont et aval. Le robot, il va obéir à des ordres, ok, mais à condition d'avoir bien structuré ce qu'on veut lui faire faire. Parce qu'il il obéit, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut lui faire faire. Voilà. Merci. On va pouvoir passer à la question suivante. Donc, les systèmes informatiques AMR sont-ils mappés avec des WMS? Alors, je peux répondre. Donc, effectivement, Meanwhile met en place un socle logiciel auquel sont connectés l'ensemble des flottes de robots, donc notamment les Agilox. Et effectivement, donc ce logiciel, cet interlogiciel même, qui est un peu le cerveau des solutions, peut effectivement s'interfacer avec l'ensemble des WMS, ERP, donc pour récupérer tous les ordres de fabrication et permettre d'avoir une supervision de l'ensemble des flux. Très bien. Question suivante sur la technologie Agilox. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de batteries amovibles disponibles à chaque point de charge contre 3 minutes de charge pour 45 minutes de fonctionnement, comme Lucas, vous l'aviez évoqué? Bien sûr. Parce que ça demande une intervention manuelle. Quand j'investis dans un système autonome, j'ai envie qu'il soit autonome. J'ai pas envie de devoir mettre une personne, surtout que là, on parle de flotte de 10, 12, 15 véhicules. Si je dois toutes les 8 heures ou 10 heures changer de batterie, ça demande au moins une personne qui s'en occupe. Et je pense que c'est bien plus, en tout cas dans notre vision, ça fait plus de sens qu'un robot autonome soit autonome le plus possible. Et pour compléter, les batteries sont quand même assez lourdes en général hein, sur ces équipements. Donc Aussi. voilà, il y a les... Et ça demande aussi un stockage particulier. À partir du moment où j'ai une batterie qui n'est pas dans un véhicule, ça me demande d'avoir des espaces qui sont ventilés différemment. Ça demande d'avoir des espaces qui sont sécurisés différemment. Et c'est aussi une question d'assurance, de dire si j'ai, parce que ça demande que j'ai au moins 2 fois plus de batterie. Et en fonction, il y a quelques assurances qui vont refuser ce genre de choses, qui vont mettre des franchises plus élevées parce que bah, le risque d'incendie est plus élevé dans leur calcul. La réponse semblait très claire. Également, je me permets de poser une question sur un sujet qui revient quand même très souvent,
notamment liées au flux piétons et à la sécurité. Qu'est-ce qui garantit du coup sur cette technologie la sécurité euh, Mhm. pour permettre aux robots de naviguer du coup en présence de piétons, que ce soit en termes de capteurs, tout ce genre de choses. Mhm. Bien sûr. Donc, le système Agilox est doté de deux capteurs C qui sont à l'avant du véhicule, mais qui rayonnent aussi à l'arrière une fois que les fourches sont levées. Donc, le robot, il crée une sorte de champ de protection à 360 degrés et c'est sur un Performance Level D. Pour ceux à qui ce terme-là ne dit rien, quand vous avez une voiture autonome, actuellement, c'est sur un Performance Level C. En fait, c'est un degré de redondance et de sécurité. Mais sur un Airbus, vous allez avoir à peu près un Performance Level CE. Le D, c'est entre les deux, donc c'est quelque chose qui est très très fiable. Et le système de safety est fourni par SICK. C'est le leader du marché dans les capteurs de laser. Et ça nous permet justement de créer ce champ de protection. Après, il y a quand même faire attention à dire le Agilox, de le mettre en contact avec des personnes qui sont formées. Donc le personnel de l'hôpital. Nous, en règle générale, on va éviter de traverser des zones qui sont piétonnes où il y a des patients et on va plutôt se concentrer sur les gares d'échange proches des ascenseurs. Parce que même si le Agilox en soi, sur 8 millions de kilomètres, il a heurté personne, ça peut impressionner. Surtout à un public qui n'est pas averti, un robot de 1,80 m qui arrive, ça peut faire peur. Et ça fait aussi que il peut se mettre dans des situations où il se bloque. Donc, la préconisation étant plutôt de le faire circuler dans des zones dédiées. Euh, mais soyez rassurés que la technologie, elle est 100% safe et c'est certifié. Je voudrais bien compléter, merci Lucas, compléter un peu les propos. En fait, d'une manière générale, quand c'est à concomitance avec des piétons, le risque, c'est que l'engin soit ralenti dans son cheminement. Mais le piéton, alors soit il se déplace seul, soit il se déplace avec quelque chose. Donc ça peut être un brancard, ça peut être un chariot, ça peut être un sac à dos. Et donc en fait, finalement, quand c'est à concomitance avec les piétons, on pense souvent à juste à regarder le piéton et puis le robot, mais il y a aussi tout ce qui navigue autour. Et finalement, c'est le parallèle que je fais avec des couloirs qui sont encombrés. Plus vous allez avoir des couloirs encombrés, plus le robot sera ralenti, plus il vous faudra de robots. Plus il y a de robots, plus ils vont se gêner potentiellement, etc. Donc en fait, l'un des prérequis pour compléter la réponse d'avant, hein, c'est aussi que les circulations soient, comme le dit Lucas, dédiées si possible. Mais en tout cas, si c'est pas possible, qu'elles soient bien libres de circulation le plus possible. En fait, de mon point de vue, l'AMR va permettre d'avoir de la souplesse dans la trajectoire, mais c'est pas pour ça qu'il faut fermer les yeux sur tous les encombrements dans les couloirs ou tous les piétons, etc. Je vois que Lucas, tu as répondu dans le chat à l'ensemble des questions qui avaient été posées, néanmoins que aux autres panélistes, du coup pas à tout le monde, donc ils n'ont pas eu Je vais les reprendre, pas eu la d'accord? réponse, Bien mais sûr. on peut reprendre très rapidement les Oui, questions et tes précisions. parfait. La première question que je vois, c'est quelle est la hauteur de levée des fourches sur un Agilox NFK tel qu'on l'a présenté pour les établissements de santé. On va parler de 500 mm de levée de fourche, donc ça lève quand même assez haut. On peut le poser sur des stations un peu surélevées. Ensuite, l'empattement, c'est un robot qui fait 1,80 m de long. C'est un robot qui fait 30 cm plus 1,20 m de fourche. Donc c'est vraiment un robot qui est très très fin. Pour vous donner un ordre d'idée, il a besoin pour son tour complet sur lui à 360 degrés, il a besoin de 2,10 m de chemin de circulation. Donc c'est vraiment très très faible comme encombrement. Ensuite, il y a une question, cette technologie existe déjà en Chine, ça c'est vrai. La technologie AMR, nous ne l'avons pas inventée. Quelle est la nouveauté par rapport à nos produits? Moi, je pense que la principale nouveauté chez Agilox, c'est vraiment la maturité et la simplicité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe énormément de fabricants d'AMR et je pense que ce que nous, on fait de façon assez extraordinaire, c'est la simplicité dans la mise à disposition. C'est-à-dire que pas n'importe qui, mais un utilisateur averti est capable de prendre la main sur le système très très rapidement et de l'implémenter. Et je pense que par cette simplicité, on gagne vraiment en flexibilité et aussi en durée de déploiement. C'est-à-dire qu'en règle générale, un hôpital sur 10 ans de déploiement d'AMR, il va changer. On va changer des stations, on va rajouter des choses. Et le fait d'avoir cette simplicité, ça permet que le robot il grandisse en fait avec l'hôpital. Ensuite, euh, bonjour, où se trouve le logiciel de suivi? Est-ce que c'est un software as a service ou local? En fait, les robots host le Swarm, la technologie Agilox, le fleet management,
sur chaque PC industriel. Chaque robot est équipé d'un PC assez puissant qui leur permet en fait de créer ce réseau entre les robots. Et quand j'accède un robot, je les accède tous. Donc à partir du moment où tous les robots sont dans la Wi-Fi, c'est ça. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire d'un projet AMR un projet IT forcément. J'ai pas besoin d'installer un serveur, j'ai pas besoin d'installer un logiciel là-dessus. Ensuite, est-ce que le logiciel communique via un API REST? Oui. En règle générale, oui. Je pense que le mode de communication entre nous, entre le Meanwhile, le software de Meanwhile, ça se fait en REST API et c'est une interface qui est complètement ouverte. Et je pense. Voilà. Tout à fait. Dans les questions du chat. Ensuite, Alexia, je me permets de prendre la main. Donc, dans les questions-réponses, existe-t-il des hôpitaux déjà équipés d'Agilox? Donc, non, pas encore. C'était, je dirais, tout l'objet de ce groupe de travail en 2024 qui a été mené. On a plusieurs avant-projets en cours et on espère du coup pouvoir les concrétiser très bientôt pour permettre à l'ensemble des établissements de santé voilà, de pouvoir avoir une démonstration hein, de la technologie Agilox pour le transport de charges lourdes dans les établissements de santé, qui est un très gros sujet demandé aujourd'hui. Également, donc, une question, est-il possible d'envisager un robot double fourche pour laisser la place au timon des chariots? Donc ça, j'ai envie de dire, il faudrait voir au niveau des dimensions des fourches et de l'anthrax des roues que vous avez sur ces contenants-là. Je pourrais, voilà, on pourra en discuter ensemble et voir au niveau du design voilà, du dessous des contenants et des dimensions qui sont proposées par un Agilox NFK, du coup avec ces doubles fourches pour le transport de palettes actuellement. Question pour Frédéric Perret. On connaît l'état financier de la santé en France. Vous parliez de rendre du temps au personnel de santé. Qu'en est-il de la réduction des effectifs, risque ou réalité? Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. En fait, rendre du temps aux soignants, donc c'est leur permettre de se concentrer sur leur valeur ajoutée, et quelque part d'avoir un meilleur niveau de service, et puis de se concentrer sur le soin, donc de faire plus de soins et pas de logistique. Donc, pour ce qui est de la réduction des effectifs, en fait, un des enjeux sur ce type de sujet, ce type de projet, c'est d'asseoir un retour sur investissement. Mais je ne connais pas non plus d'établissement de santé qui assoit un retour sur investissement sur le personnel soignant. Enfin, en tout cas, j'en ai pas connaissance, parce qu'en fait, c'est des métiers sensibles, et puis le but, c'est que le personnel de santé fasse des soins. Par contre, si je prends l'exemple des projets que je peux défendre sur Toulouse, qui sont pas encore validés, je précise pas si c'est des flux lourds, des flux légers, peu importe, hein, mais des projets d'automatisation, en fin de compte, oui, on doit afficher un retour sur investissement, mais par exemple, quand vous avez 5 ETP qui peuvent être concernés, le retour sur investissement ne va pas générer, requérir la suppression de 5 ETP. Donc il y a moyen de couper un petit peu la poire en deux pour avoir d'un côté un retour sur investissement parce que c'est normal d'en afficher un parce qu'on doit payer les robots, et de l'autre d'avoir plus de valeur ajoutée pour le personnel de santé. Donc, dans ma vision, c'est un peu un intermédiaire. C'est l'honnêteté de se préoccuper des finances et d'asseoir un retour sur investissement, et l'enjeu avec plus de valeur ajoutée humaine derrière, et donc de recentrer les soignants sur leur cœur de métier ou un logisticien sur non pas des déplacements, mais de la valeur ajoutée sur un système de rapprovisionnement, du calcul de dotation, des échanges avec les soignants. Très bien. Quelle est la durée de vie d'un robot AMR et quels sont les coûts de maintenance? Alors pour la durée de vie, Lucas, je peux te laisser C'est répondre. entre 10 et 15 ans, l'idée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les premiers Agilox qu'on a fournis, on sait qu'ils ont une fin de vie dans le sens où certaines des composants qu'on a construites, dans notamment les S300 de chez SICK, ne sont plus livrables à partir de 2034, sachant qu'on les a déployés en 2016. Donc,
ça fait 18 ans. Après, de façon réaliste dans la maintenance, et je pense que là, je vais te laisser la main, Eva, je pense que vous avez tout un retour d'expérience justement sur la durée de vie des batteries et l'intervalle de change, etc. Oui, donc au niveau des donc durée de vie des batteries, c'est vrai que c'est aujourd'hui ça va dépendre d'un fournisseur à l'autre. On peut aller jusqu'à 7 ans de durée de vie, sachant que effectivement c'est des éléments qui sont pris en compte dans mon contrat de maintenance. Pour ce qui est des coûts, on ne pourra pas les aborder pendant cette conférence. Par contre, on est tout à fait disponible pour en discuter. Alexia vous donnera les contacts, bien sûr, pour revenir vers nous au cas par cas. En tout cas, voilà, pour la maintenance sur les tâches, en tout cas de maintenance sur ce type de technologie, sont très faibles. Au final, on a surtout une visite préventive qui est réalisée de manière annuelle voilà, pour les pièces d'usure qui sont souvent, enfin, qui sont plutôt au niveau des roulements, hein. Euh, mais on a peu pas d'actions de maintenance réalisées en dehors de cette visite préventive, puisque les technologies Agilox enfin, sont très fiables et il y a peu, voilà, dans on va dire un usage quotidien normal, voilà, sans mauvaise utilisation, il y a il y a pas de maintenance en dehors de la maintenance préventive qui sont à prévoir. Merci. Et enfin, bonjour, quelle est l'approche développement durable développée avec cette nouvelle technologie? Alors, Je ne sais pas Je si pense que à partir du moment où on investit dans la nouvelle technologie, c'est important qu'elle soit conçue et fabriquée le plus responsable possible. Forcément, on a une charte RSE chez Agilox et je pense que le fait que tout ce qui est sourcing est fait chez nous en Europe. La seule composante qui vient d'Asie, chez le IPC, c'est le IPC, le PC industriel, parce qu'aucun pays fabrique des IPC aussi compétitifs que le Taïwan. Actuellement, c'est une réalité, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Mais tout le reste des composants viennent de à peu près 150 km à la ronde de notre lieu de fabrication. Donc, c'est un circuit très court. Quand vous déployez un véhicule Agilox en France, le véhicule complet, il aura fait quelques centaines de kilomètres contre quelques milliers de kilomètres et tout est assemblé selon une charte qui est forcément, à partir du moment où je parle lithium, c'est des métaux qui sont précieux. Euh, c'est un impact qu'on ne peut pas réduire, mais on fait en sorte que l'impact soit le plus faible possible. des durées de vie qui sont du coup très longues et la prise en charge Oui. voilà des moyens, enfin toujours réutiliser, réparer, recycler. Voilà, les engagements RSE de Minois sont les mêmes et on travaille avec des partenaires qui sont en adéquation avec ces valeurs-là. Dernière question pour vous, Monsieur Perret. Quel est le ROI raisonnable visé par Toulouse? Alors, du coup, en général, moi, pour l'instant, les projets que j'ai pu présenter, alors, qui d'ailleurs concernent plutôt la partie léger que la partie lourde sur les AMR, mais j'estime que au-delà de 5 ans, c'est pas forcément judicieux, parce qu'investir dans un hôpital, on a plutôt tendance à vouloir investir sur on va dire, des secteurs de soins, ce qui est bien normal, hein, plutôt que sur de la logistique. Donc, pour ma part, je préconise des ROI de moins de 5 ans, et notamment, alors, qui peuvent faire que les projets se font ou pas. Par exemple, sur le centre de lutte contre le cancer que j'ai évoqué tout à l'heure, le ROI sur l'acheminement des flux lourds en rez-de-chaussée, nous ne l'avons pas. Donc, j'ai pas présenté le projet. Par contre, ça dépend énormément du dimensionnement des flux, de la taille des sites, etc. Donc, c'est pas parce que là, ça n'a pas été possible que ce sera pas possible à d'autres endroits. Voilà. Donc, un ROI de 5 ans, mais pour moi, c'est défendable. Très bien. Euh, donc, je pense qu'on a terminé avec cette partie de questions-réponses. Merci beaucoup à tous pour votre participation et pour toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr, après coup, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, en sachant que le replay vous sera du coup transmis par mail demain dans la journée. Je vous rappelle également qu'une dernière conférence du Printemps de la robotique est à venir autour d'une thématique industrie cette fois-ci.
donc avec le coulisses du déploiement donc d'AMR chez ST Microelectronics en salle blanche. Donc, la conférence aura lieu demain. Si ça vous intéresse, pensez bien à vous inscrire. Avant de vous laisser, petit rappel également donc pour le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran à la fin de cette conférence. N'hésitez pas à prendre 1 minute pour y répondre, ça nous aiderait beaucoup à améliorer nos prochaines conférences. Et promis, c'est rapide. Un grand merci à nos intervenants. Merci Eva, merci Monsieur Perret, merci Lucas pour le temps accordé, pour votre expertise et pour tout le contenu de cette conférence qui était très riche d'expériences très concrètes. Donc, et merci à vous tous pour votre participation. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, Au revoir. à bientôt.